Eh bien, bonsoir, mes licornes du Saint-Pakistan jeunes. Je sais pas trop ce que je m'en allais avec ça, mais bon, ceci est l'intro. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça à Chris. On dirait que je suis comme désorienté, là. Genre, ok, vidéo, peut-être. Me voici, me voilà, pour vous présenter mon preview de l'UFC 280, une des cartes les plus attendues de l'année. Maintenant, une tradition de quelques années à l'UFC, au mois d'octobre, novembre, septembre, octobre, novembre, quelque part dans ces 3 mois-là. Souvent septembre, octobre, parce que novembre, c'est rendu MSG, là, dans le fond. Septembre, octobre vont se diriger à Abu Dhabi, où il va y avoir un événement avec beaucoup de fighters russes, beaucoup de fighters musulmans. Et ça va être un événement qui, et comme je l'ai mentionné là, dans 500 posts cette semaine, mais je le répète ici sur la vidéo, n'est pas aux mêmes heures que d'habitude, les chums. Pointez-vous pas dimanche soir à comme 8-10 heures pour checker du UFC. Il n'y en aura pas. Ça va être terminé. Les combats vont avoir eu lieu. Donc, les prelims, c'est à 10 h AM sur Fight Pass, à midi à la télévision, et puis à 2 heures de l'après-midi sur pay-per-view. Donc, il y a 4 combats sur Fight Pass, 4 combats sur les prelims normales, 5 combats sur la main card, dont 2 title fights très attendus. Donc, ce qui est selon moi le combat, ben, c'est pas le même hype que Tony contre Khabib. Ça sera jamais le même hype que Tony contre Khabib. Faut arrêter. Puis quand je dis ça, je parle à moi-même, là, mais il faut arrêter de penser à Tony contre Khabib. C'est qu'on ne l'aura jamais ce combat-là. C'est juste ça qui est ça. Mais je pense que la deuxième meilleure option disponible est définitivement Charles Oliveira et Islam Makhachev. Si tu regardes un combat dans le même style, et puis euh, écoute, man, quel match-up absolument incroyable. On a beau dire que c'est vrai que Makhachev n'a pas nécessairement affronté beaucoup de gens là, dans cette division-là, contrairement à Charles Oliveira qui les a basically tout affrontés déjà, puis qui va, s'il gagne ce combat-là, se battre contre Volkanovski, parce que il n'a pas clairé la division, là, tu ne peux pas clairer la division lightweight, mais le gars a déjà battu, affronté et battu les Chandler, les Poirier, les Gaethje, les noms qu'on voit au top de cette division-là. Puis il n'y a pas nécessairement encore les rising prospects qui se sont établis pour se dire, lui, c'est le prochain à avoir un title shot. Il n'y a pas vraiment de title challenger clair dans cette division-là. À l'aube de ce combat de championnat-là, où Alex Volkanovski est d'ailleurs là à faire des headlines toute la semaine et être le backup et tout et tout. Donc, match-up incroyable. Comme je disais, un peu dans l'esprit de Tony contre Khabib, parce que, ben, d'un, Islam Makhachev est le poulain de Khabib. Ça, c'est bien connu de tous. Et puis, c'est littéralement le même fighter, mais si vous m'écoutez de peu un bout, vous le savez, ce que je m'en vais vous dire là. Je l'ai dit de maintes reprises, mais moi, Makachev, autant que je le trouve impressionnant parce que techniquement, il est incroyable, autant à chaque fois que je le vois, ça me fait juste me faire manquer Khabib parce que c'est un peu. Tu sais, c'est la version moins athlétique. C'est la version qui a besoin d'être vraiment bon et vraiment technique parce que s'il ne l'est pas, il va perdre. C'est pas. Khabib, c'est un freak athlete. C'est un once in a lifetime athlete. Le côté athlétisme, côté talent que tu nais avec, que tu ne choisis pas, que tu peux pas vraiment développer plus qu'il faut. Puis Makhachev travaille alentour de ça en étant un fighter incroyablement technique, autant debout qu'au sol. Son debout est vraiment moins bon que son combat au sol, évidemment, mais vraiment très technique, vraiment très bon. Son grappling est incroyable, son passing, ses soumissions. On a tendance à sous-estimer le jiu-jitsu de ces combattants russes-là, les Makhachev, les Khabib. C'est une grosse, grosse force dans leur game. Leur ground game ne serait pas aussi bon s'il n'y avait pas des bonnes techniques de jiu, parce que oui, c'est beau être un lutteur, mais on a vu combien des lutteurs qui sont bons pour rider le top puis qui n'ont pas nécessairement de passing, qui n'ont pas nécessairement de moyen de se retrouver en dehors que dans la garde de leur adversaire, puis se font prendre dans des soumissions, se font prendre dans des affaires. Ça n'arrive pas, ça, à Khabib. Ça n'arrive pas à des gars comme Islam Makhachev. Donc, honnêtement, ça va être un match-up incroyable parce que, un peu comme je continue de dire dans la veine de Tony contre Khabib, si il y a un fighter dans la division présentement qui s'appelle pas Tony Ferguson, d'ailleurs, qui est rendu à 170, fait que je pense plus dans la division, mais bref. S'il y a un fighter dans cette division-là qui va être content de se battre au sol pendant 25 minutes avec Islam Makhachev,
c'est Charles Oliveira. Puis honnêtement, c'est vraiment là qu'on va le savoir, les gars. C'est vraiment là qu'on va le savoir. Parce que, tu sais, Islam Makhachev est bon. J'ai aucun doute là-dessus. Il est bon, il est très technique. Mais c'est là qu'on va savoir s'il est exceptionnel. C'est là qu'on va savoir si c'est un once in a lifetime talent. Parce que le bottom line ici, c'est que Charles Oliveira, on le connaît, ça a beau être le leader de l'histoire en termes de victoire par soumission dans l'UFC. C'est rendu un incroyable striker. C'est rendu quelqu'un qui, malgré le fait qu'il se fait dropper presque à chaque combat, a vraiment confiance en son menton, en sa toughness, en sa résilience. Puis est juste devenu un fou. Il est juste devenu un malade, un maniaque, un madman qui sort au premier round comme un débile. Souvent, se fait clip, peut perdre le round 18, mais va revenir le round après encore plus fort. Puis honnêtement, Islam Makhachev a beau être un striker plus technique que Khabib, quelqu'un qui, selon moi, peut se débrouiller debout contre la majorité des gens. On l'a vu, là, la seule fois qu'il a perdu dans sa carrière, il s'est fait cut par un counter de Adriano Martins, là, qui n'est même pas nécessairement un fighter qui existe. Puis, il a perdu par KO là, de cette façon-là. Donc, on sait que le menton d'Islam peut être touché. Puis, Charles va arriver comme un fou après lui, les gars. Là. Il va sortir comme un malade mental après lui. Puis ça va se finir d'une de deux manières. Ça va se finir que Islam va le take down immédiatement. Puis là, ça va échanger au sol. Puis moi, personnellement, en tant qu'amateur de Jiu-Jitsu et de grappling, c'est pour ça que ce combat-là m'excite plus que n'importe quel combat que l'UFC pourrait booker. Plus que John Jones. Je pense que mon mic avait coupé, mais je disais que ce genre de combat-là, au sol, tu le sais que ça va être intéressant parce que Charles Oliveira, même si tu es en excellente position contre lui au sol, tu n'es jamais en sécurité contre lui au sol. Mais d'un autre côté, Charles Oliveira a aussi déjà perdu par soumission. C'est arrivé à plusieurs reprises, il y a des gens. Puis oui, c'est le vieux Charles Oliveira. Puis je sais qu'on n'aime pas vraiment amener cette vieille affaire-là dans notre analyse du Charles Oliveira actuel, qui est un monstre, qui est complètement intouchable, qui a gagné comme 10-12 combats d'affilée. Mais désolé, tout ça pour dire, il y a. Je sais que c'est dur à s'imaginer, mais il y a un moyen qu'Islam Makhachev out-grapple Charles Oliveira dans ce combat-là. Puis je pense que, honnêtement, c'est pour ça que j'ai pas le choix de pick Charles. Parce que j'ai encore de la misère à m'imaginer ça. Puis je le sais que c'est possible parce que Makhachev est un excellent grappler. Il est très technique, fait tout bien, se met pas dans trop de mauvaises positions. Charles va essayer les scrambles pour pogner des soumissions en transition. C'est ça qu'il fait. Puis c'est pour ça qu'il s'est déjà fait soumettre aussi. C'est parce que le gars, il est tellement scramble heavy que des fois, quand t'es contre d'autres slick grapplers, tu sais, c'est fait passer une guillotine par Pettis qui est comme le finishing move de Pettis au sol. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à penser que Makhachev va juste out-grapple Charles Oliveira pendant 5 rounds puis le battre comme ça. Il y a l'aspect que chaque round va commencer debout aussi, puis que Charles va sortir comme un malade au début de chaque round. Puis je le sais pour un fait. Ça, c'est l'affaire qui me surprendrait le plus si Makhachev outstrikait Oliveira. Je pense que Makhachev a plus de chances de battre Oliveira au sol qu'il a de chances de battre Oliveira debout. Puis je suis pas confiant qu'il peut battre Oliveira au sol. Donc, pour cette raison-là, je vais pick Charles Oliveira. Puis je vais le pick par TKO parce que je pense que Islam Makhachev est vraiment un bon grappler, autant offensivement que défensivement. Puis je pense que c'est un gars qui va être excessivement difficile à soumettre. Puis oui, Charles souvent fait mal au gars debout, puis c'est ça qui le permet de rentrer dans la finishing sequence au sol. Ou c'est sûr que quand tu as un gars qui est un peu rock, il est plus facile à soumettre naturellement. Mais je ne sais pas s'il va avoir tant de moments debout dans ce combat-là. Fait que j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il prenne une bonne position puis il laisse aller ses mains, son ground and pound peut-être dans ce combat-là. Puis je pense que c'est potentiellement comme ça qu'il va réussir à aller chercher un finish. Je pense que c'est sûr que
La croyance populaire dit s'il y a un finish, ça va probablement être Oliveira. S'il y a une décision, ça va probablement être Makhachev. Je sais pas si je suis d'accord avec ça, honnêtement. Mais j'ai Charles Oliveira par TKO ici, à quelque part au comme troisième round, je te dirais. Ça nous mène à un combat de championnat Bantamweight, Aljamain Sterling, TJ Dillashaw, deux personnages excessivement controversés. Sterling qui fight week est là à tweeter comme un malade, tout faire pour ne pas se faire d'amis. Puis il y a du monde qui sont là, ah, mais c'est parce qu'il était avec Andrew Tate que vous l'aimez pas. C'est comme tous les fighters se posent avec Andrew Tate. Là. Fait que je vais pas commencer à pas aimer un fighter parce qu'il se pose avec Andrew Tate. Personnellement, je m'en calisse un peu. D'aller faire des remarques comme quoi, genre, les filles, ils ont juste à pas sortir habillées sexy la nuit s'ils veulent pas se faire violer. Ça, c'est comme quelque chose que je suis pas down d'entendre. Là. Fait que, bref. Tout ça pour dire, Aljamain. Déjà que, tu sais, quand on a parlé à Charles Jourdain, il a dit, si je suis pas capable, qu'il est une hostie de couille, c'est lui. Il y a comme, le gars, il est pas nice, man. Il est pas le fun. Puis son style non plus est pas le fun, pour être bien franc avec vous. Debout, c'est beaucoup de kicks puis de jabs pour garder à distance. Puis le gars, c'est un grappler, c'est un bon lutteur, mais c'est surtout un gars de juke, c'est surtout un backtaker. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de t'amener au sol pour te backtake. Je ne sais pas s'il a takedown Peter Yan, honnêtement, mais il a certainement pris son dos 2 fois, 3 fois avec le même move, puis ça lui a permis de gagner ce combat-là. Puis autant c'était un peu sketch ce combat-là, parce que moi, je continue de penser qu'Yann a peut-être pour la seule fois de sa carrière gagné le premier round. Puis pas mal tout le monde avait donné le premier round à Sterling, puis après il y a eu les 2 rounds où il se trouvait dans son dos, ce qui faisait clairement 3 rounds pour lui. Bref, tu sais, je veux pas débattre ça, parce que si on va commencer à débattre, on va débattre du dernier combat de TJ Dillashaw, que je pense qu'il a perdu contre Corey Sandhagen. Honnêtement, si je veux être bien franc avec vous, je pense que Sandhagen l'a outstriké, je pense que Sandhagen a fait le plus de dommages, puis je pense que Sandhagen méritait de gagner ce combat-là. Puis c'est que TJ qui a eu beaucoup de moments de contrôle, entre guillemets, là, en clinch contre la cage, n'a pas vraiment réussi à Rookers des takedowns, mais à être en contrôle de la position, I guess, puis il a gagné des rounds comme ça. Puis, en tout cas, ça, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Mais bref, on a potentiellement un title fight qui est absolument incroyable, on va se le dire. Deux excellents fighters, un excellent match-up surtout. Mais peut-être deux combattants qui ont perdu leur dernier combat, là, honnêtement, si vous voulez être bien franc. Ceci étant dit, Sterling va vouloir essayer d'outgrapple TJ Dillashaw. Il va vouloir essayer de prendre son dos, passer des longs moments dans son dos. Sterling, il faut lui donner. S'il prend ton dos, c'est un genre de Mick Dufort, là, cet effet-là. S'il prend ton dos, tu ne sors pas. Là. Il y a des longues jambes, il y a un excellent body triangle, il y a un excellent back control. Puis le gars va essayer de faire des choses toute la ronde. Puis c'est soit qu'il te tape ou c'est soit que tu te défais toute la ronde, mais que tu ne sors pas de là. Parce que Peter Yan a un peu paru comme un grappler moyen contre Aljamain, mais c'est comme vraiment pas le cas. C'est un des très, très bons grapplers dans sa division, dans l'UFC, Peter Yan. Donc, Sterling est vraiment exceptionnel à ce niveau-là. Il faut y donner. L'affaire, c'est que TJ Dillashaw ne s'est jamais fait out-grapple. Jamais. C'est jamais arrivé. Basically, jamais, jamais arrivé. Dominic Cruz est pas une des seules personnes qui a réussi à le takedown. C'est Dominic Cruz, puis peak Dominic Cruz. Puis il n'y a même pas eu une minute totale de top control sur 4 takedowns. Le TJ Dillashaw, si tu réussis à le takedown, pop back sur ses feet immédiatement. Est-ce que Sterling pourrait se servir de ça pour faire la petite passe-passe qu'il a faite à Peter Yan pour sauter dans son dos, prendre son dos, puis gagner des rounds, gagner des moments comme ça? Peut-être. Puis il va avoir besoin de le faire parce que non seulement personne n'a jamais outgrapple TJ Dillashaw, mais je pense pas qu'Aljamain Sterling peut le battre debout. C'est sûr que, honnêtement, j'ai trouvé que Dillashaw était un peu moins solide debout contre Sandhagen qu'avant sa suspension de l'EPO. On sait tout, le gars, il a carrément cheat in the biggest possible way. Mais avant sa suspension pour le PO, son striking était vraiment top-notch, solide, son feet move, son jeu de pied, toute la patente. J'ai comme l'impression qu'il bougeait un peu moins, qu'il était un peu plus flat-footed contre Sandhagen. Est-ce que c'est le fait que Sandhagen est vraiment un striker incroyable qui a fait que Dillashaw a utilisé cette approche-là, ou c'est juste parce que, man, il a comme 36, 37 ans, quelque chose comme ça. C'est sûr qu'il n'a pas l'air de ça. Le gars, en vous puis moi, oui, il a testé positif pour le PO, mais il vient
je sais qu'il y a une feud avec Team Alpha Male, mais la feud avec Team Alpha Male vient du fait qu'il était avec Team Alpha Male, qui, entre vous et moi, ils ont tout pop là-bas. Le Chad Mendes, c'est tout des. Le steroid use, c'est comme reconnu que c'était rampant. La Team Alpha Male, tout le monde était bien jacké sur la sauce. Puis, fait que TJ Dillashaw, oui, il s'est fait prendre pour l'EPO quand il voulait essayer de faire flyweight, mais Chris, le gars, il a fait de la bonne sauce bien avant ça. Puis il a encore l'air de ça. Fait que peut-être que le fait qu'il a fait de la dope longtemps, ça va faire qu'il va rester plus jeune plus longtemps. Malheureusement, c'est ça. C'est pour ça que les stéroïdes, ça donne un avantage à ceux qui en font. Parce que si tu en fais beaucoup, ça t'aide à genre, rester jeune. Puis même si tu arrêtes d'en faire, tu vas pas nécessairement. Si tu arrêtes d'en faire, tu vas pas nécessairement vieillir d'une shot. Mais ça se peut aussi qu'il ait vieilli. Parce que le gars, on s'entend, c'est battu un an, c'est encore fait opérer au genou. Là, ses genoux ont l'air complètement finis. Le pauvre TJ, il faut qu'il se fasse refaire un genou après chaque combat. Donc, tu sais. Honnêtement, moi, je lean vers Dillashaw parce que je pense qu'il va outstriker. Je pense que il a absolument l'avantage debout. Puis je pense qu'il ne s'est jamais fait out-grapple de sa vie. Puis avant que je pique quelqu'un pour l'out-grapple, il va falloir que je le voie. Ceci étant dit, s'il y a une personne que je pense qui est définitivement capable de faire ça, c'est Aljamain Sterling. Donc, c'est pas un combat sur lequel j'irais nécessairement gambler ici parce que je trouve qu'il y a trop d'X-Factor. Mais je vais piquer TJ Dillashaw par décision. Ensuite, Peter Yan, Sean O'Malley, le combat, que quand ça s'est fait annoncer, tout le monde a dit Chris, rest in peace, Sean O'Malley. Puis, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on dirait que plus que le temps avance, plus que j'ai comme un mini doute par rapport à ce combat-là. Puis, tu sais, c'est comme. J'ai vraiment le feeling que c'est le genre de combat que j'ai un mini doute, puis que là, le combat va commencer. Puis là, tu sais, évidemment, Peter Yan ne va rien coller ça au premier round. Bien que ça, c'est la manière dont Peter Yan peut perdre un combat de 3 rounds. Mais écoutez, les chums, c'est parce que quand on enlève les émotions de tout ça, puis qu'on y pense bien comme vous, puis qu'on regarde ce que Sean O'Malley a fait, il a fait de très belles affaires contre des adversaires très ordinaires. Puis le gars, il a eu 2 step-up. Contre Chito Vera, ça a été correct. Genre probablement une de ses moins bonnes performances. Puis il s'est fait mal à la jambe, puis là, il s'est fait TKO au sol, il s'est fait finir. Ensuite, Pedro Munoz, son dernier combat, qui est un autre ranked opponent. Puis Chris, man, genre, j'ai l'impression que les gens ont oublié vite ce combat-là, mais il est arrivé au premier round, il n'a absolument rien collissé. Il a donné le round à Pedro Munoz. Ça a fini par no contest. C'était un high poke, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est pas mal de rounds. Je me rappelle, c'est un no contest. Je suis pas mal sûr que c'est un high poke. Mais bref. Tu sais, chaque fois qu'il y a eu des step-up, il n'a pas super bien paru, honnêtement. Puis là, il pogne Peter Yan, c'est pas un petit step-up, c'est comme littéralement, genre, Dana a dit que le gagnant de ce combat-là allait avoir un title shot. Puis je pense que oui, si tu bats Peter Yan à 135 livres, tu mérites définitivement un title shot parce que Peter Yan, je pense qu'il mérite. Son premier combat, personne s'ostine sur le fait que le premier combat contre Aljo, Peter Yan méritait de gagner. Puis il a juste été cave, puis il a comme donné à Belt, mais il méritait de gagner ce combat-là. Puis Chris, man, le rematch, je continue à dire que je suis pas sûr du premier round, pas sûr que Yann a perdu ce premier round-là pour la seule fois de sa carrière. Puis honnêtement, ça pourrait être encourageant parce que si Yann, il sort plus fort de ça parce qu'il est mad, il veut péter à gueule à quelqu'un. Peter Yan m'a l'air du gars qui peut devenir. Tu sais, t'as des fighters qui se fâchent puis ça les sort de leur game, t'as des fighters qui se fâchent puis ils deviennent des animaux. Peter Yan, c'est définitivement la deuxième option. Si tu le fâches, ça va devenir un complet animal. Puis honnêtement, ça me surprendrait pas qu'il soit déjà fâché. Puis Sean O'Malley, il a tendance à être un peu irritant aussi quand c'est ton adversaire. Tu sais, c'est pas nécessairement quelqu'un qui talk beaucoup de shit puis tout, mais tu sais, il est en conférence de presse avec toutes ses couleurs puis il est laid, puis il est irritant le calice, ok? Puis ça me surprendrait pas que Peter Yan soit calissement mad en ce moment, ils veulent juste y arracher la calice de tête. Puis c'est vraiment pas une nouvelle pour Sugar Sean O'Malley parce que honnêtement, je sais pas comment il va deal avec la pression. C'est sûr qu'il y a un bon range, c'est un sniper. Le gars, c'est un des fighters qui a le plus le style à Conor McGregor. Ever, le preview de Bloody Elbow l'ont comparé à Darren Till avec plus de volume. Ce que j'aime quand même comme comparaison aussi parce que Till est plus boxing oriented. Comme Sean O'Malley, Conor McGregor, back in the day, c'était vraiment les kicks et toutes les smoke and mirrors pour cacher la main gauche qui s'en venait.
Fait Darren Till, bonne comparaison aussi, avec un peu plus de volume, évidemment, parce que Darren Till, calisse absolument rien. Mais bref, la chance d'O'Malley, c'est au premier round. S'il passe au premier round, je pense pas que ça va bien aller pour lui. Je pense que Peter Yan va non seulement genre l'outstriker avec des combinaisons de 6 punch en courant après, mais va aussi essayer de lutter et de le brutaliser au sol. Puis Peter Yan, on l'a vu contre des gars comme Douglas De Silva, puis d'une couple d'autres gars que s'il t'amène au sol sur ground and pound, il est violent. Il y a un genre de style à la Khabib qui il va pas genre chiller dans ta garde puis attendre. Là. Il va vraiment essayer de te casser la gueule avec des coups de coude, des coups de poing, toutes les affaires les plus brutales qu'il peut faire. Fait que, écoute, j'ai Peter Yan, je pense qu'il va le finir, même genre TKO troisième round que je vais dire, parce que Peter Yan prend toujours fucking trop de temps à se mettre en marche. Puis c'est ça l'affaire qui fait un peu peur ici. Est-ce qu'O'Malley peut sortir vraiment fort et te le sniper au premier round? Même là, honnêtement, je pense que Peter Yan a un chin incroyable puis il est comme trop tough pour juste se faire brutaliser de même. J'ai dit la même chose de José Aldo face à Conor McGregor aussi, d'ailleurs. Fait que, ceci étant dit, l'intrigue perdurera jusqu'à samedi, mais j'ai définitivement Peter Yan TKO. Troisième round, ça nous mène à un autre combat absolument impossible à pique. C'est Beneil Dariush, Mateusz Gamrot. Puis tu sais, il y a un côté de moi qui est genre Mateusz Gamrot, selon moi, il a perdu contre Arman Tsarukyan. Puis oui, il a eu du succès dans les derniers rounds, mais c'est vraiment juste parce qu'il y avait plus de cardio que lui. Puis qu'il a landé des beaux takedowns que je pense qu'il n'aurait pas dû compter plus que les body kicks absolument horribles qu'il mangeait à tout bout de champ, à toutes les 30 secondes dans le corps de la part d'Arman Tsarukyan. Mais bref, tu sais, je check cette performance-là, puis je me dis, Chris, Beneil Dariush, je le considère comme un gars qui mérite d'être dans le top 5. Greg disait le Leon Edwards de la division. Honnêtement, je suis peut-être d'accord avec ça. Probablement d'accord avec ça, je dirais. Puis, tu sais, avec la performance que j'ai vue de Gamrot, ça me donne vraiment envie de pick Beneil Dariush. Mais d'un autre côté, Beneil Dariush, c'est un hostile madman qui est trop agressif, qui va se lancer dans les takedowns de Mateusz Gamrot. Puis c'est un excellent grappler. Je pense pas qu'il va pas. Je pense pas qu'il va pas être capable de se relever, il va se faire dominer au sol, puis que ça va être ce genre de combat-là. Je pense qu'il est plus agressif. Je pense que c'est un meilleur striker à ce stade-ci que Mateusz Gamrot, qui est un bon striker fonctionnel au plus haut niveau du sport, ce qui est quand même un bon niveau de striking, mais que généralement, s'il n'est pas capable d'inclure sa lutte dans le game plan, il va avoir de la misère à gagner ses combats. Puis pourquoi j'ai de la misère à piquer ça? C'est parce que il va réussir à inclure sa lutte dans le game plan juste parce que Beneil va lui donner les occasions de le takedown en étant trop agressif. Puis c'est comme Beneil, un bon cardio, mais ça va un peu de soi qu'il devient un peu fatigué au troisième round de la façon qu'il se bat récemment. Donc, j'ai comme aucun doute que Gamrot va être en contrôle de ce combat-là quand le combat va finir. Va-t-il avoir été en contrôle assez longtemps pour gagner les 2 derniers rounds? Ou est-ce que Dariush va en faire assez pour gagner 2 premiers rounds puis probablement perdre le troisième puis gagner un 29-28? Moi, j'ai tendance à opter pour la deuxième option, ce qui est Beneil Dariush. Crise de combat impossible à pick, comme les autres qui s'en viennent d'ailleurs, mais mon pick va être Dariush par décision ici. Ça nous mène au premier combat de la main card, que je rappelle commence à 2h PM, 14h les chums, hostie. Soyez pas en retard, c'est pas à 10h le soir, vous n'aurez pas votre affaire à 10h, vous n'aurez pas dit aussi. Caitlin Chukagian, Manon Fiorot, pas un combat excitant, parce que c'est Caitlin Chukagian. Mais honnêtement, les chums, oui, il y a beaucoup d'aide derrière Manon Fiorot. Oui, s'il y a une combattante, selon moi, qui peut un peu jouer la game, Caitlin Chukagian, debout, être bien bouncy sur ses pieds, jab et beaucoup, lancer vraiment beaucoup de volume et très peu de power, beaucoup de leg kick. Ça peut être, Manon Fiorot est absolument capable de faire ça. Mais tabarnouche, je pense que Caitlin Chukagian, honnêtement, je ne sais même pas si elle est plus complète que Fiorot. Je me disais, elle est plus complète que Fiorot. J'ai confiance que Chukagian va essayer des takedowns dans ces combats-là. Est-ce qu'elle va les réussir? Je pense que oui. Pas toutes, mais quelques-uns. Tu sais, honnêtement, il y a tellement de combats de Caitlin Chukagian que j'ai regardé puis je pensais pas qu'elle avait gagné. Puis elle se sauve avec un 29-28 une année. Moi, une split decision, elle est vraiment excellente pour gagner ces split decisions vraiment serrés là. Juste parce qu'elle est tellement tout le temps active. Ça. Elle a un bon cardio. Elle est là. Elle a l'expérience du plus haut niveau. Puis
ça va être dur à battre. Honnêtement, elle est juste très, très difficile à battre. Puis, je pense que tant que je ne la verrai pas perdre, un genre de combat contre Manon Fiorot qui est un match-up de style assez similaire à elle, peut-être contre une striker un peu plus technique, mais une grappleuse un peu moins avancée que Chukagian. Tant que je n'ai pas vu perdre ce combat-là, je peux pas piquer contre elle. Le Chukagian perd littéralement rien contre genre Jessica Andrade, Valentina Shevchenko, des anciennes championnes, c'est tout. Il perd pas contre personne d'autre que ça. Fait c'est pour ça qu'ils ont mis Fiorot contre elle. Ils pensent que Fiorot peut être la prochaine numéro 2 dans la division, la prochaine solide title challenger qui peut apporter un défi à Valentina Shevchenko. Puis si elle veut prouver ça puis avoir le title shot, il faut qu'elle batte Caitlin Chukagian, qui est présentement la numéro 2 incontestée dans cette division-là. Puis honnêtement, je le vois pas assez pour pick Manon. Donc, je pick Caitlin Chukagian ici parce que les chances que ce soit un combat serré, qu'on n'a aucune idée qui a gagné, puis que ça arrive à split decision, puis que Chukagian gagne juste, sont assez élevées, selon moi. Ensuite, quand on dit impossible à pick, Belal Muhammad, Sean Brady, puis il y a beaucoup d'hype derrière Sean Brady, puis je suis complètement d'accord, le gars, c'est un monstre. Il est large, il est thick, il est gros, c'est un grappler, son top control est excessivement lourd. Il a l'air d'avoir les hanches les plus lourdes dans la division ou presque. C'est un bon wrestler aussi. Set-up quand même bien ses takedowns avec ses mains. Mais man, Belal Muhammad, là, il nous sort des wins absolument élites là, dans les derniers temps. Le gars a battu Vicente Luque, genre âprement, là, dans un combat qu'il avait déjà perdu auparavant. Il a âprement battu Vicente Luque. Quand il était contre Stephen Thompson, il a juste wrestle puis il a gagné ça contre Damien Maia. Puis ce qu'on voit, la tendance qu'on voit dans ces combats-là, c'est qu'il arrive tellement bien préparé. Tu sais, contre Damien Maia, tu sais ce qu'il ne faut pas qu'il t'arrive, c'est qu'il ne faut pas que soit en mesure de te take down. Fait qu'il est arrivé à vraiment avec une, je ne veux pas dire une approche sprawl and brawl, là, parce que Belal ne brawl pas. Belal lance des jabs, puis une fois de temps en temps, quelque chose en arrière de ça. Mais c'est un fighter très défensif, très conservateur en général, ce Belal Muhammad. Et puis, a fait ça contre Damien Maia, a été conservateur, a jabé beaucoup, a défendu les takedowns, s'est assuré de ne pas se retrouver au sol, puis a gagné la décision. Contre Stephen Thompson, tu ne veux pas te battre debout contre Stephen Thompson parce que d'un, il est encore vite sur ses pieds pour un vieux bonhomme, puis il peut te sortir un spinning kick de l'enfer en tout temps. Donc, puis, non seulement il est vite sur ses pieds, mais malheureusement, le fait qu'il vieillit, qui est un peu plus facile à rattraper qu'avant. Fait que les fighters un peu plus élites sont capables de le rattraper. Belal a été capable de couper à distance, de mettre beaucoup, beaucoup de grappling dans ce combat-là, de gagner. Contre Luque, ensuite, arrive avec vraiment une très bonne approche pour le neutraliser à range parce que Vicente Luque, si tu veux avoir de l'avantage contre lui, il faut que tu sois à range. Si tu le restes arrivé dans la pochette, c'est là qu'il va sortir ses coudes, qu'il va sortir ses strikes rapprochés, son uppercut dévastateur, va te forcer à shooter, va te pogner dans un dart. C'est là qui est un nightmare. Fait que tu peux rester at range, puis chaque fois qu'il arrive pour couper la distance, tu le frustres avec un kick, tu le frustres avec un jab sur le nez qui gosse, qui fait mal. Fait que, tu sais, tout ça pour dire, Belal arrive toujours avec un game plan A1, puis il est en mesure de l'exécuter. C'est un fighter qui exécute bien le game plan, puis j'aurais pas le choix de le pick ici, man. J'aurais pas le choix d'encore une fois aller contre le prospect parce que ça me surprendrait pas que Sean Brady réussisse à le takedown une fois, puis il y a un bon round là, de top control que t'es genre, oh shit, Brady est en train de l'avoir. Mais je pense pas qu'il va faire ça de façon consistante pendant le combat. Puis honnêtement, Belal est tellement faite, genre tailor-made pour gagner des rounds, gagner les petits moments qui font que les juges mettent le 10 à côté de son nom à la fin du round qui était serré. Puis pour cette raison-là, un peu pour les mêmes raisons que j'ai pick Caitlin Chukagian, je vais pick Belal Muhammad. Ensuite, Mahmoud Mouradov contre Caio Borraio. Combat que j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à pick si ça n'avait pas été du dernier combat de Mouradov où le pauvre dude c'est complètement exhaust puis il s'est fait geler les chums. Il s'est fait geler par Gérald Mearshart, man, qui, comme de fait, après a sauté dans son dos puis il l'a choqué là, parce que c'est GM3, il n'y a aucune autre manière qu'il fait ça.
Mais, tu sais, avant ça, des gros wins sur Andrew Sanchez, Trevor Smith, Alessio Di Chirico. Le gars semblait vraiment être pas un prospect en devenir parce qu'il y a déjà beaucoup de combats, mais quelqu'un qui allait s'établir comme un bon potentiel top 15 middleweight. Là, arrive contre GM3. N'est pas capable d'avoir le dessus sur lui particulièrement. Gas de fuck out. Se fait finir mais de façon lamentable au troisième round. Puis là, il affronte Caio Borraio, qui est non seulement en compétition pour la recrue de l'année, là, il y a comme 2-3 victoires déjà cette année. 2 victoires cette année, un peu dans une troisième dans ce combat-là. Contre des bons fighters, Armen Petrosian, Gadio Margazev, qui sont tous les deux en action sur cette même carte-là d'ailleurs. Mais le gars, on l'a vu contre Aaron Jeffrey. Aaron Jeffrey, shout out, man. Au contender. Puis, man, il est juste gros, il est méchant. Il y a un peu, tu sais, le style Lyoto Machida là, sur les pieds, dans le sens que c'est des one strike at a time, mais toujours des power strikes super explosifs là, qui arrivent beaucoup trop rapidement pour le gros bonhomme que tu as devant toi. Mais lui, sa spécialité, c'est vraiment d'être un pot de colle, d'essayer de prendre ton dos à la Jermaine Sterling, puis de rester là, puis je sais pas si Mahmoud Mouradov va être capable de dealer avec cette pression-là. Peut-être pour le premier round. Est-ce que ça va durer, sachant que le gars est susceptible, si tu mets beaucoup de pression sur lui, à comme perdre un peu d'énergie puis être un peu plus facile à rattraper. Puis Borayo, c'est tellement sa spécialité que le pic va un peu de soi ici. Caio Borayo par décision dans ce combat-là. Ensuite, quel beau freak show light heavyweight dans le milieu de cette carte-là. Les chances vont être super plaisants. Volkan Ozdemir, Nikita Krylov. Puis oui, Krylov a baissé d'une coche. T'sais, le gars, c'était le plus maniaque de tous les maniaques là, pendant la majorité de sa carrière UFC. C'est même fait cut, est revenu, a continué d'être ça. Mais là, il semble avoir vieilli, il semble avoir pris un peu de maturité, inclus un peu plus de lutte dans ses combats, veut travailler derrière son jab, faire des affaires un peu plus intelligentes dans la cage. Puis ça me fait un peu peur contre Volkan Ozdemir, qui est littéralement le maître des genres de staring contest où il se passe pas grand-chose pendant 15 minutes, où les deux essayent de vraiment travailler derrière leur jab, rester at range, être super technique, pas se faire frapper, mais qu'il n'y a personne qui fait grand-chose, puis ça finit une split decision un peu merdeuse. Volkan, contrairement à Caitlin Chukagian, les gagne pas toutes ces split decisions-là. Il a autant perdu des combats que tout le monde pensait qu'il avait gagné, qu'il a gagné des combats que tout le monde pensait qu'il avait perdu. Mais honnêtement, je sais pas si je me fie sur Krylov pour être capable de take down Volkan, mais je me fie sur Krylov pour essayer plus fort pendant 15 minutes que Volkan Ozdemir. Puis pour cette raison-là, j'aurais pas le choix de pick Krylov. Ensuite, Zubera Tugukov, Lucas Almeida. Autant Tugukov n'est pas le gars le plus trustable du monde parce que je sais pas, man. Il est bizarre, ce gars-là. Autant je le trosse pas dans la cage, autant je suis jamais impressionné par rien ce qu'il fait. Autant le gars perd très peu. Genre vraiment très, très peu. Là. C'est rare qu'on voit Zubera perdre. Puis quand il perd, genre contre Hakim Dawodu, contre des excellents combattants. Donc, honnêtement, j'ai de la difficulté un peu à arriver et pique contre Zubera Tugukov ici, surtout dans un combat contre un combattant qui est correct, qui a un beau genre de comeback win par TKO au troisième round contre Frank Trizano dans ses débuts, mais c'est comme s'il y a un des deux que j'ai à ne pas truster ici, c'est Lucas Almeida. Le gars est vraiment bon pour se mettre dans la merde. Il est vraiment bon pour se mettre dans la merde. Puis c'est la chose que Tugukov fait une fois de temps en temps, mais se fait jamais finir contre le Ron Murphy. Pensais pas que je le tuer, là, le round, puis après, ça fait péter à gueule pendant les deux, le restant de tout du combat, mais continue d'être tough, de toujours travailler pour pas se retrouver comme au point où l'arbitre est genre ne veut assez, puis veut juste arrêter le combat. Puis, honnêtement, je pense que Tugukov va arriver ici avec un arsenal super complet parce que oui, le gars strike, le gars. D'ailleurs, un des bons pour le camp de Khabib, là, est un des très bons strikers pour le camp de Khabib. Mais quand même un bon lutteur, un bon grappler. Je pense qu'il va chercher avec un coffre d'aussi plus complet qu'Almeida qui, non seulement va être un peu overmatch, mais va probablement se coller dans la merde lui-même à un moment ou l'autre. Fait que j'ai Tugukov ici. Et ça nous mène à ce qui est, selon moi, le combat. Je n'ai pas fait de vérification, mais probablement le combat
avec le plus de lettres dans l'histoire de l'UFC. Genre, ces deux noms-là, c'est probablement les deux plus noms longs qui s'affrontent dans l'histoire de l'UFC, selon moi. On a Abubakar Nurmagomedov face à Gadi Omargadziev. Puis, tu sais quoi? J'ai quasiment envie de faire un copier-coller du combat Tugukov-Almeida, dans le sens que Almeida et Omar Gazet sont vraiment pas pareils. Abubakar puis Zubaira ont des ressemblances parce que Abubakar est comme le cousin de Khabib, mais le cousin qui était avec lui dès sa tendre enfance, qui était élevé par son père et tout parce qu'il avait plus ou moins de parents. C'est comme son cousin, mais il le considère comme son frère vraiment, puis qu'ils ont passé toute leur enfance ensemble puis tout. Puis tu sais, c'est vraiment si on va sur l'ordre d'athlétisme et de talent en général, t'as Khabib au top, t'as Islam Makhachev qui est un peu à bas. Abubakar est way down there. Là, il est bon, c'est un bon lutteur, c'est un combattant plus complet, meilleur striker que Khabib. Semblable à Islam, je veux dire, en termes de striking. Puis, c'est pas le top de la qualité, mais honnêtement, j'ai un peu peur. Parce que Gadzio Omargadziev, le gars, c'est un lutteur. C'est un grappler. C'est un gars qui veut t'amener au sol, qui veut te soumettre. Puis, je ne sais pas si sa lutte va être aussi bonne que celle d'Abubakar. L'affaire, c'est qu'il va être plus grand, plus gros. Un gars qui cote de middleweight. Je pense qu'il va avoir un size advantage ici dans le camp de Gadzi. Puis, on a vu Abubakar chiller trop souvent dans des gardes puis se faire passer des triangles. Il s'est fait soumettre comme 2 fois, je pense, dans sa carrière au total. Donc, un petit concern ici là, que Ghazi pourrait peut-être réussir à out-grapple Abubakar, mais Abubakar va avoir Khabib dans son coin. Khabib est reconnu pour game plan de façon experte. Puis le game plan ici, c'est qu'Abubakar doit se servir de sa lutte pour ne pas aller au sol avec Gadi, parce que Gadi est bon au sol, puis il est littéralement pas bon nulle part ailleurs. Donc, si Abubakar réussit à garder ce combat-là debout, que ce soit debout en échange de striking à air ouverte ou juste clincher contre la cage, genre massivement, puis essayer de le contrôler là, puis de lander des strikes, des genoux, du dirty boxing, des coups de coude de là. C'est ça le game plan pour Abubakar. Puis je pense que Khabib sait ce game plan-là. Je pense qu'il l'a drillé dans son fighter. Puis je vais me fier sur lui pour le réaliser parce que j'ai vraiment pas confiance en Gadi Omargadziev. Fait que j'ai Abubakar aussi par décision. Ensuite, Armen Petrosian, AJ Dobson, prospect matchup. Fight intéressant parce que Petrosian est un très bon striker, très technique, très solide en général, qui est capable de faire des 15 minutes de striking élite soutenu. Mais on l'a vu dans son combat contre Borayo, qui est un phénomène de la nature, on l'a dit tantôt. Mais il s'est fait out-grapple, s'est fait contrôler pendant très longtemps dans ce combat-là. Puis, AJ Dobson est un lutteur et quelqu'un qui va vouloir poursuivre le même game plan. C'est juste quelqu'un qui a genre 5-6 combats pro, qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui est très très jeune dans sa carrière, qui n'est pas encore vraiment assez complet pour que. Tu sais, il y a une bonne lutte en général, ses techniques sont bonnes, mais est-ce qu'il n'a pas nécessairement encore intégré tous les aspects du MMA pour camoufler ses takedowns, rendre sa lutte c'est non prévisible. Donc, Petrosian, qui est le striker, c'est là qu'on va voir s'il est capable de résister à un lutteur qui n'est pas. Caio Borraio, je pense que c'est potentiel top 15 fighter dans la division puis tout. Là, donc, honnêtement, je ne sais pas si je peux en vouloir à Petrosian qui avait une fiche de genre 7-1 avant ce combat-là, d'avoir perdu contre Caio Borraio. Fait que là, il donne le même genre de match-up, mais genre un gros step down en termes de qualité. Donc, je vais pick Petrosian ici. Ensuite, Mohamed Mokaev, Malcolm Gordon, man. Je ne parlais pas de ce combat-là longtemps parce que je trouve ça triste d'en parler. La seule affaire que j'ai à dire là-dessus, c'est que Mohamed Mokaev est un des prospects les plus hypés au monde. Je continue à dire que j'ai quelques petites inquiétudes par rapport à son athlétisme. C'est un genre de Islam Makhachev qui est super technique, mais pas immensément athlétique. Puis la division flyweight, c'est la division des athlètes purs. Les Cara France, les Royval, les Brandon Moreno, les Davison Figueredo, les Mighty Mouse, les Henry Cejudo, que des athlètes purs absolument incroyables. Donc, quand il va arriver au plus haut sommet de cette division-là, je vais avoir quelques petites inquiétudes pour lui. Quant à son combat contre Malcolm Gordon, les chums, j'ai vu. Puis je dis pas ça comme étant un 10 parce que j'adore Dimitri, là, c'est mon boy. J'ai déjà vu Malcolm Gordon perdre contre Dimitri Wardenberg. Donc, je pense pas qu'il va perdre. Je pense pas qu'il va gagner contre Mohamed Mokaev, qui est un des prospects les plus hypés sur toute la planète, basically. Donc, Mokaev, pick facile. Ensuite, notre
pick relativement simple pour commencer cette carte-là. Carol Rosa, Lina Landsberg. Ça, c'est le même match-up que Petrosian Dobson, mais c'est pas Prospect version, c'est genre Fighter établi version. Mais dans le fond, Carol Rosa était sur une streak. On pensait que ça va devenir une contender dans cette division-là. C'est frotté à Sarah McMahon, c'est complètement fait out-wrestle. L'affaire, c'est que Sarah McMahon, c'est une lutteuse de calibre olympique. La fille, elle gagne une médaille aux Olympiques en lutte, là, littéralement. Donc, c'est un niveau de lutte qui n'est pas vraiment reproduit dans la division. Puis là, il donne Lina Landsberg qui, à la base, est une fighter Muay Thai, mais qui littéralement est une fille qui va vouloir clincher contre la cage. Puis si elle est capable de finir son takedown, elle va être contente de finir son takedown puis prendre le top sur Carol Rosa. Le problème, c'est que contre la majorité des gens, elle n'est pas capable de finir son takedown parce que elle a commencé à 40 ans, puis elle n'est pas super athlétique, puis c'est pas la fille la plus forte physiquement dans toute la division. Donc, honnêtement, je pense pas que Carol Rosa va avoir un problème au niveau de la lutte dans ce combat-là. Si ça se retrouve à range, elle va complètement découper Lina Landsberg. Donc, j'ai Carol Rosa ici. Puis ça conclut les chums, mes analyses de position. Laissez-moi un like si vous avez apprécié. Écoutez les annonces sur la vidéo, s'il vous plaît. Je sais qu'on est à la fin de la vidéo, vous avez peut-être déjà tout skippé. S'il y en a une à la fin, écoutez-la au complet, s'il vous plaît. Ça fait que YouTube m'envoie un peu d'argent. Ça, c'est toujours bien le fun. Si je peux aller m'acheter des bons beignes au Krispy Kreme pour être heureux et fat. Fait que, bon UFC 280, on va être live à 2h. Checkez la main card avec vous, avec Carabine, Étienne, Greg. Tout le monde va être là. Je pense que même Bégin va être là. Fait que, en tout cas, grosse après-midi de MMA en perspective. On se voit là. Merci d'avoir été à l'écoute. Ciao.